Aujourd'hui, nous allons explorer les différents types de soldats qui composaient les armées médiévales européennes, depuis les humbles paysans convoqués à la hâte jusqu'aux chevaliers lourdement armés qui dominaient les champs de bataille. Dans ce documentaire, nous allons nous plonger dans les vies, les équipements et les tactiques de ces figures qui ont façonné des siècles de conflits et transformé à jamais l'art de la guerre en Occident. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits documentaires comme celui-ci. Imaginez un champ ouvert quelque part en Europe, à un moment donné entre le XIe et le XVe siècle. Le soleil n'a pas encore totalement percé l'horizon et l'on entend déjà le bruit de centaines d'hommes se déplaçant dans l'obscurité. Il y a le cliquetis métallique des armures que l'on ajuste, le bruit sourd des bottes foulant la terre humide et le murmure nerveux des voix qui tentent de contenir la peur. Ces hommes viennent de lieux différents, portent des armes différentes et possèdent des niveaux d'entraînement complètement distincts les uns des autres. Certains sont des professionnels de la guerre, formés au combat dès l'enfance. D'autres sont des agriculteurs qui, quelques jours auparavant, labouraient leurs champs et s'occupaient du bétail. Ensemble, ils forment une armée médiévale, une force militaire qui, malgré son apparente désorganisation, obéissait à une hiérarchie complexe et fonctionnait comme un engrenage, où chaque pièce, aussi fragile soit-elle, avait son rôle à jouer. Pour comprendre comment ces machines de guerre fonctionnaient, il faut regarder chaque type de soldat qui les composait, comprendre d'où ils venaient, ce qu'ils portaient, comment ils se battaient, et surtout, pourquoi ils étaient là. Car l'histoire des armées médiévales n'est pas seulement l'histoire des grands chevaliers et de leurs exploits héroïques. C'est aussi l'histoire de milliers d'hommes anonymes dont la présence sur les champs de bataille était aussi essentielle qu'invisible dans les registres officiels. Ce sont ces hommes, des plus humbles aux plus privilégiés, que nous allons découvrir maintenant. Commençons par la base de toute cette structure militaire, les soldats les plus nombreux et, paradoxalement, les plus oubliés par l'histoire. Au cours des premiers siècles du Moyen Âge, et souvent aussi durant la période centrale de ce long intervalle historique, la colonne vertébrale de nombreuses armées européennes était formée d'hommes ordinaires. Ce n'étaient pas des guerriers professionnels, c'étaient des agriculteurs, des artisans, des commerçants et des travailleurs ruraux, des gens qui menaient leur vie quotidienne loin des champs de bataille et qui, lorsqu'ils étaient convoqués par leur seigneur ou par le roi lui-même, laissaient tout derrière eux et marchaient vers la guerre. Cette convocation était connue sous différents noms selon la région, mais le principe était essentiellement le même dans toute l'Europe féodale. Les hommes libres avaient l'obligation de prêter un service militaire en échange de la protection et des terres qu'ils occupaient sous l'autorité de leur seigneur. Dans l'Angleterre anglo-saxonne, ce système portait le nom de fyrd, un mot du vieil anglais qui signifiait à l'origine quelque chose comme expédition ou voyage. Le fyrd était une milice régionale dans laquelle tout homme libre d'un comté était obligé de servir. Ceux qui refusaient le service militaire étaient passibles d'amendes proportionnelles à leur statut social ou même de la perte de leurs terres, révélant à quel point l'obligation de combattre était profondément entrelacée avec la possession de la terre et avec les relations de vassalité qui définissaient ce monde. Cependant, le fyrd n'était pas une force statique. Il a considérablement évolué au fil des siècles, notamment en réponse aux dévastatrices invasions vikings qui ont frappé l'Angleterre à partir de la fin du 8e siècle. C'est pendant le règne d'Alfred le Grand, qui a gouverné le Wessex entre 871 et 899, que les réformes les plus significatives ont été mises en œuvre. Alfred comprit que le système existant ne permettait pas de rassembler des troupes assez rapidement pour intercepter les agiles envahisseurs nordiques. La solution qu'il trouva fut de transformer le fyrd d'une convocation sporadique en quelque chose de plus proche d'une force permanente. Il divisa l'armée en 2 contingents rotatifs, de sorte qu'il y ait toujours une moitié de la force en service actif, pendant que l'autre moitié restait chez elle pour s'occuper de ses propriétés et de ses cultures. De plus, Alfred établit un système de 33 villes fortifiées, connues sous le nom de Burs, réparties stratégiquement dans tout son royaume. Cette réorganisation rendit le fyrd beaucoup plus efficace. Et grâce à ces réformes, moins de 2 décennies après la mort d'Alfred, la majeure partie du territoire contrôlé par les Danois en Angleterre avait été reconquise.
Mais revenons aux hommes ordinaires qui composaient ces forces. En France et dans le Saint-Empire romain germanique, des systèmes de convocation militaire similaires existaient parallèlement aux firs d'anglais. Des registres de recrutement et des documents municipaux du XIe au XIIIe siècle attestent de l'existence de levées similaires dans diverses régions du continent européen. Dans toutes ces localités, le principe était le même. Quand le seigneur appelait, ses subordonnés avaient l'obligation de répondre. Et ils répondaient, bien souvent, avec ce qu'ils avaient sous la main. L'équipement de ces soldats mobilisés variait énormément. Certains apparaissaient avec une lance et un petit bouclier, le minimum nécessaire pour se maintenir dans une ligne de combat. D'autres venaient armés de rien de plus qu'une hache à fendre le bois et de vêtements épais qui offraient une protection minimale contre tout type d'armes. Seuls les paysans les plus aisés possédaient des articles tels qu'un aume ou une chemise de maille, des pièces qui, pour un professionnel de la guerre, auraient été considérées comme basiques, mais qui, pour un laboureur, représentaient une petite fortune. La grande majorité de ces hommes combattaient avec une armure légère ou, en réalité, sans aucune armure. L'entraînement était tout aussi précaire. Les registres des comtés anglais mentionnent des journées occasionnelles de pratique des armes, au cours desquelles les hommes se réunissaient pour exercer le maniement de base des lances et des boucliers. Mais ces événements étaient sporadiques et insuffisants pour transformer des agriculteurs en soldats compétents. Il n'y avait pas de routine d'entraînement annuelle pour ces appelés, et des années pouvaient s'écouler sans qu'ils ne soient appelés au service. Lorsqu'ils marchaient enfin vers la guerre, beaucoup d'entre eux n'avaient jamais manié une arme dans un combat réel. Malgré toutes ces limitations, les soldats convoqués constituaient souvent la majeure partie d'une armée médiévale. C'étaient eux qui fournissaient les effectifs nécessaires pour remplir les lignes de combat, pour tenir des positions défensives et pour donner du volume à une force militaire qui, sans eux, n'aurait été qu'une poignée de chevaliers et de professionnels de la guerre. À la bataille d'Hastings, livrée en octobre 1066, le célèbre mur de boucliers anglais qui affronta l'armée normande de Guillaume le Conquérant était composé principalement d'infanterie du Fyrd. Ces hommes, dont beaucoup étaient de simples fermiers et artisans, tinrent leur position pendant des heures contre les charges répétées de la cavalerie normande. Une démonstration remarquable de résistance pour une force composée majoritairement de non-professionnels. Des siècles plus tard, des soldats convoqués de manière similaire formaient encore les rangs nombreux des grands affrontements. À la bataille de Falkirk, en 1298, pendant les guerres d'indépendance de l'Écosse, l'infanterie mobilisée joua un rôle central dans la composition des armées. À la bataille de Courtrai, en 1302, également connue sous le nom de bataille des Éperons d'Or, des milices flamandes composées en grande partie d'artisans et de citoyens ordinaires défirent de manière surprenante la cavalerie lourde française, prouvant que, dans certaines circonstances et avec un terrain adéquat, même des soldats sans entraînement formel pouvaient remporter des victoires extraordinaires. Ces hommes étaient rarement décisifs par eux-mêmes, mais ils fournissaient quelque chose dont aucune armée ne pouvait se passer, le nombre. Ils tenaient les lignes, renforçaient les positions défensives, protégèrent les flancs et, si nécessaire, absorbaient l'impact des charges ennemies pour que les troupes plus qualifiées puissent contre-attaquer. Sans eux, les armées médiévales n'existeraient tout simplement pas telles que nous les connaissons. Toutefois, à mesure que nous avançons dans la chronologie médiévale, particulièrement au XIVe et XVe siècle, ce modèle de convocation de masse commença à changer. Les gouvernants se mirent à dépendre de plus en plus d'une combinaison de soldats professionnels salariés, de suites, nobiliaires et de mercenaires sous contrat pour former le noyau de leurs forces de combat. L'ère des armées basées purement sur la convocation féodale touchait à sa fin, remplacée par quelque chose de plus proche de ce qui deviendrait finalement l'armée professionnelle moderne. Mais cette transition fut lente, et pendant des siècles, les deux traditions coexistèrent sur les champs de bataille européens. En montant d'un échelon dans la hiérarchie militaire médiévale, nous trouvons une catégorie de soldats qui occupait un espace intermédiaire entre les paysans convoqués et les guerriers d'élite. C'étaient les sergents d'infanterie, des hommes plus fiables que les simples appelés, bien qu'encore éloignés du sommet de la pyramide militaire. Ces soldats provenaient d'une strate sociale modeste, mais un peu plus élevée que celle des laboureurs ordinaires.
C'étaient des hommes libres des villes, de petits propriétaires terriens ou des serviteurs de longue date qui avaient accès à un meilleur équipement et qui s'entraînaient avec plus de régularité que les appelés occasionnels. De nombreux sergents servaient toute l'année dans des garnisons de châteaux ou au sein de la force permanente d'un noble. Cette continuité dans le service leur apportait quelque chose que les appelés ruraux possédaient rarement: l'expérience pratique et la familiarité avec les routines du combat. Un sergent d'infanterie typique portait une lance comme arme principale, complétée par une épée courte ou un fauchon, une lame large et lourde particulièrement efficace au corps à corps. Sur la tête, il portait généralement un chapeau de fer, appelé chapelle de fer, dont les larges bords offraient une protection contre les coups venant d'en haut, ce qui était particulièrement utile pour les soldats qui combattaient souvent au-dessous de chevaliers montés ou sous les murs de forteresses assiégées. Le corps était protégé par un gambison rembourré, un vêtement fait de plusieurs couches de tissu épais qui, malgré son apparence simple, était étonnamment efficace pour absorber l'impact des coups et même pour arrêter des flèches tirées à longue distance. Certains sergents plus chanceux complétèrent cette protection avec des pièces partielles de cotte de maille. Ce qui distinguait réellement les sergents des soldats convoqués, cependant, n'était pas seulement l'équipement supérieur. C'était la capacité de maintenir la formation sur le champ de bataille et d'exécuter des manœuvres de combat de base avec discipline et coordination. Maintenir une ligne d'infanterie cohérente sous la pression d'une charge de cavalerie ou pendant le chaos d'un combat au corps à corps exigeait plus que du courage individuel. Cela exigeait un entraînement répété, de la confiance envers les compagnons d'à côté et la capacité d'obéir aux ordres même quand l'instinct de survie hurlait de s'enfuir. C'étaient des compétences que les sergents possédaient et que les appelés ruraux n'avaient souvent pas. Les sergents d'infanterie apparaissent fréquemment dans les registres des armées des États latins d'Orient où ils ont joué des rôles cruciaux en tant qu'infanterie disciplinée. À la bataille de Montgisard, livrée en 1177 en Terre Sainte, des sergents à pied combattirent aux côtés des chevaliers et des ordres militaires religieux contre les forces du sultan Saladin. Cette bataille démontra comment la combinaison d'une infanterie organisée avec une cavalerie lourde pouvait produire des résultats dévastateurs, même contre un ennemi numériquement supérieur. En Europe occidentale, les sergents remplissaient des fonctions tout aussi essentielles, bien que moins glamour. Ils gardaient les murailles des villes, escortaient les convois d'impôts à travers des routes dangereuses et renforçaient la cavalerie lors des grandes campagnes militaires. Leur rôle était fondamentalement un rôle de soutien: tenir la ligne de front, appuyer les chevaliers dans leurs assauts et contrôler des points stratégiques tels que des ponts, des passages et des fortifications. Sans eux, la cavalerie médiévale, aussi impressionnante fût-elle lors d'une charge, restait vulnérable aux contre-attaques et aux encerclements. Les sergents étaient le socle sur lequel s'appuyaient les actions les plus spectaculaires des guerriers montés. Maintenant, quittons un instant le sol boueux des lignes d'infanterie et tournons notre attention vers un type de soldat qui, bien que combattant également à pied, exerçait son influence à des distances que la plupart des combattants au corps à corps n'atteindraient jamais. Nous parlons des archers, des hommes dont les compétences à l'arc et à la flèche sont devenues l'une des forces les plus dévastatrices de la guerre médiévale tardive. Il est important de noter dès le départ que la disponibilité et l'efficacité des archers variaient énormément de région en région. Nulle part en Europe médiévale l'arc long n'a atteint la même importance qu'en Angleterre et au pays de Galles. Dans ces terres, une série de lois et de mandats royaux ont créé les conditions pour l'émergence d'une véritable classe d'archers d'élite, formés dès l'enfance à l'art de manier l'arc long, une arme qui mesurait approximativement la taille d'un homme adulte, environ 1,80 m, et qui exigeait une force physique extraordinaire pour être utilisée avec efficacité. L'histoire de l'arc, long anglais comme arme dominante sur les champs de bataille, remonte au règne d'Édouard Ier, qui a gouverné l'Angleterre entre 1272 et 1307. C'est lors de ces campagnes au pays de Galles que les Anglais ont expérimenté par eux-mêmes le pouvoir dévastateur des archers gallois, qui utilisaient l'arc long lors d'embuscades et d'attaques à courte distance avec des résultats terribles pour les envahisseurs. En conquérant le pays de Galles, Édouard incorpora les archers gallois à l'armée anglaise et comprit le potentiel que cette arme représentait pour la guerre à grande échelle.
À partir de là, des décrets royaux exigèrent que les hommes s'exercent régulièrement à l'arc. Des registres indiquent qu'Édouard alla jusqu'à interdire tous les sports le dimanche, sauf la pratique du tir à l'arc, garantissant ainsi que ses sujets conservent les compétences nécessaires pour servir comme archers en temps de guerre. Cette politique d'entraînement obligatoire produisit des résultats extraordinaires au fil des générations suivantes. L'arc long n'était pas une arme que l'on pouvait maîtriser en quelques semaines ou quelques mois. Il fallait des années de pratique continue dès l'enfance pour développer la force dans les bras, les épaules et le dos nécessaires pour tirer la corde d'un arc avec une puissance de traction qui pouvait dépasser 60 kg. Les squelettes d'archers médiévaux, retrouvés par les archéologues, présentent des déformations osseuses caractéristiques aux bras et aux épaules, témoignage silencieux d'une vie entière dédiée à cet art. La force de l'arc long anglais ne résidait pas seulement dans le pouvoir de pénétration individuelle de chaque flèche, bien que celui-ci fût considérable. Son véritable avantage résidait dans le volume des tirs. Un archer bien entraîné pouvait décocher entre 10 et 12 flèches par minute. Une cadence de tir qui, multipliée par des centaines ou des milliers d'archers positionnés côte à côte, créait une véritable tempête de projectiles capables de couvrir le ciel et d'obscurcir la lumière du soleil. C'est lors de la guerre de 100 ans, le long conflit entre l'Angleterre et la France, qui s'est étendu de 1337 à 1453, que l'arc long anglais a atteint son statut légendaire. La bataille de Crécy, livrée en août 1346, fut peut-être la démonstration la plus dramatique de la puissance de cette arme. L'armée anglaise, sous le commandement d'Édouard III, comptait environ 8000 hommes, dont près de 7000 étaient des archers. Positionnés sur un terrain élevé, les Anglais attendirent l'attaque d'une armée française bien plus nombreuse. Les Français envoyèrent d'abord leurs arbalétriers mercenaires génois, des professionnels respectés, mais qui ce jour-là étaient désavantagés. Une averse soudaine avait mouillé les cordes des arbalètes, réduisant leur portée et leur puissance. Les arcs longs, en revanche, possédaient des cordes facilement amovibles qui pouvaient être gardées au sec. Quand la bataille commença, les arbalétriers génois, tirant de 3 à 5 projectiles par minute, n'avaient aucune chance contre les 10 à 12 flèches que chaque archer anglais lançait dans le même intervalle. La tempête de flèches fut dévastatrice. Lorsque les Génois tentèrent de reculer, la cavalerie française avança sur ses propres alliés, créant un chaos que les Anglais exploitèrent impitoyablement. À la fin de la journée, les pertes françaises incluaient des milliers de chevaliers et de soldats. Les pertes anglaises furent minimes. Près de 70 ans plus tard, à la bataille d'Azincourt, livrée en octobre 1415, l'arc long démontra à nouveau son efficacité. Le roi Henri V d'Angleterre, à la tête d'une armée épuisée et réduite par la maladie, affronta une force française très supérieure. Les Anglais, qui comptaient environ 6000 soldats, dont près de 5000 étaient des archers, étaient dans une situation désespérée. Ils avaient marché plus de 400 kilomètres en 2 semaines et demie. Beaucoup souffraient de dysenterie et leurs provisions étaient épuisées. Mais Henri positionna ses archers protégés par des pieux en bois taillés et par le terrain boueux que la pluie de la nuit précédente avait créé. Lorsque les chevaliers français chargèrent, leurs montures s'enfoncèrent dans la boue et les archers déclenchèrent une pluie de flèches qui transforma le champ en une scène de carnage. Les flèches avec des pointes de type bodkin perçaient les fentes entre les plaques d'armure, blessaient les chevaux et renversaient les chevaliers qui, enlisés dans la boue, ne parvenaient pas à se relever sous le poids de leurs armures. La victoire anglaise à Azincourt devint l'une des plus célèbres de l'histoire militaire européenne. En dehors de l'Angleterre et du pays de Galles, les archers existaient, mais ils n'atteignirent pas la même dominance tactique. Les cités-États italiennes préféraient les arbalètes. La Scandinavie employait une combinaison de lanciers et d'archers. L'Europe de l'Est, influencée par les traditions des steppes asiatiques, favorisait l'archerie montée, une technique complètement différente qui combinait la mobilité du cheval avec la capacité de tirer des flèches en mouvement. Les archers anglais combattaient typiquement avec une armure minimale, un gambison, peut-être un chapeau de cuir ou un aume léger, et dépendaient de pieux plantés dans le sol ou d'ouvrages de campagne improvisés pour se protéger des charges de cavalerie. Socialement, ils étaient considérés comme des hommes ordinaires,
mais la compétence qu'ils mettaient des années à développer les plaçait dans une catégorie à part, plus proche de celle des spécialistes que de celle des simples soldats appelés. Passons maintenant à un autre type de combattant à distance qui a joué un rôle tout aussi significatif sur les champs de bataille médiévaux, bien que pour des raisons complètement différentes. Les arbalétriers, des soldats armés de l'arbalète, une arme mécanique qui lançait des projectiles courts et lourds appelés carreaux, furent une présence constante dans les armées médiévales, particulièrement dans les régions urbaines de France, d'Allemagne, d'Italie et de Flandre. Le grand avantage de l'arbalète sur l'arc long résidait dans sa facilité d'utilisation. Alors que la maîtrise de l'arc long exigeait des années d'entraînement physique intense, l'arbalète pouvait être opérée avec efficacité par n'importe qui après un entraînement relativement court. Cette caractéristique faisait de l'arbalète l'arme idéale pour les milices urbaines, composées de commerçants, d'artisans et de citoyens qui ne pouvaient consacrer leur vie à l'entraînement militaire, mais qui devaient défendre leur ville contre les menaces extérieures. En quelques semaines, un homme pouvait apprendre à charger, viser et tirer à l'arbalète avec une précision suffisante pour être utile sur un champ de bataille ou pour la défense d'une muraille. Le pouvoir de pénétration de l'arbalète était impressionnant. Ses carreaux, plus courts et plus lourds que les flèches d'arc, atteignaient la cible avec une force concentrée capable de percer les cottes de mailles et, à des distances plus courtes, même les plaques d'armure. Cette capacité létale, combinée à la facilité d'entraînement, fit de l'arbalète une arme, controversée dans l'Europe médiévale. En 1139, lors du deuxième concile du Latran, l'Église catholique tenta d'interdire l'usage de l'arbalète contre les chrétiens, arguant qu'il s'agissait d'une arme trop cruelle pour être employée entre fidèles. Cette interdiction fut toutefois largement ignorée et l'arbalète continua d'être utilisée dans les conflits partout en Europe durant les siècles suivants. Dans les situations de siège, les arbalétriers étaient particulièrement précieux. La capacité de tirer des projectiles puissants et précis de derrière des murailles ou de grands boucliers appelés pavois faisait des arbalétriers une force défensive redoutable. Le pavois était un bouclier haut et lourd, souvent décoré des armoiries de sa ville ou de son seigneur, que l'on plantait au sol pour créer une barrière protectrice derrière laquelle l'arbalétrier pouvait recharger son arme en relative sécurité. Dans de nombreuses équipes d'arbalétriers professionnels, l'opération se faisait par trio. Un homme tenait le pavois, un autre tirait à l'arbalète et un troisième préparait une seconde arme déjà chargée, doublant ainsi la cadence de tir. Parmi tous les arbalétriers de l'Europe médiévale, aucun groupe n'atteignit la renommée des arbalétriers génois, des mercenaires originaires de la République de Gênes sur la côte de la Ligurie italienne. Ces soldats professionnels, organisés et entraînés dans la ville de Gênes par la corporation des Balistrae, étaient redoutés sur tout le continent et combattirent dans des campagnes allant de l'Espagne à la Terre Sainte. Les arbalétriers génois se distinguèrent dès la première croisade, lorsque le commandant génois Guillaume Ambriaco les employa lors du siège de Jérusalem. Lors des croisades suivantes, ils continuèrent à jouer des rôles cruciaux, y compris à la bataille de Jaffa en 1192, pendant la troisième croisade. En plus de l'arbalète proprement dite, les arbalétriers génois portaient un poignard pour le combat au corps à corps, un aume léger en métal, un gorgerin pour la protection du cou, une cotte de mailles courte et, évidemment, l'indispensable pavois. Cette combinaison d'équipements les rendait étonnamment polyvalents, capables d'agir aussi bien dans des batailles rangées que lors de sièges et même dans des combats navals, où la République de Gênes les employait fréquemment. L'histoire des arbalétriers génois inclut toutefois aussi des épisodes tragiques. Lors de la bataille de Crécy déjà mentionnée, environ 5000 arbalétriers génois au service du roi de France furent positionnés à l'avant-garde pour affronter les archers anglais. Mais la marche précipitée avait laissé derrière eux les pavois et les munitions supplémentaires, les forçant à combattre sans protection. Avec les cordes de leurs arbalètes trempées par la pluie et face à la tempête de flèches anglaises, les Génois tentèrent de reculer. Le commandant Othon d'Oria ordonna la retraite, mais les chevaliers français derrière eux interprétèrent ce recul comme de la lâcheté et chargèrent leurs propres alliés, en tuant beaucoup, y compris Doria lui-même.
Ce fut l'un des épisodes les plus tragiques de la guerre médiévale, révélant les tensions fatales entre les mercenaires étrangers et la noblesse qui les engageait. Malgré ce revers à Crécy, les arbalétriers restèrent une force pertinente sur les champs de bataille européens pendant plus d'un siècle. Ils comblaient un besoin crucial dans les armées médiévales, la capacité de fournir un tir de projectiles de haute puissance avec un temps d'entraînement relativement court, offrant aux villes et aux armées une force de portée efficace et accessible. Avançons maintenant vers une transformation qui a profondément modifié la nature de la guerre terrestre dans l'Europe médiévale tardive. À partir du XIVe siècle, une nouvelle forme d'infanterie commença à émerger dans les régions montagneuses des Alpes, particulièrement dans les cantons suisses, qui finiraient par redessiner l'équilibre des forces sur les champs de bataille européens. Nous parlons des piquiers, des soldats armés de lances extraordinairement longues appelées piques, qui pouvaient atteindre de 4 à 5 mètres et demi de long. Pour comprendre l'ascension des piquiers suisses, il faut comprendre le contexte dans lequel ils sont apparus. Les cantons suisses étaient des communautés de paysans libres qui, vers le XIIIe siècle, avaient accumulé des richesses grâce au commerce transalpin, en aidant les marchands à transporter des marchandises par les cols des Alpes. Des vies dures dans un climat impitoyable, où l'autosuffisance était essentielle, produisirent d'excellents soldats d'infanterie. Lorsque la Confédération suisse se sépara du Saint-Empire romain germanique, cette indépendance rendit furieux Léopold Ier, duc d'Autriche, qui envoya en 1315 une armée Habsbourg pour forcer les cantons à revenir dans l'Empire. Léopold croyait que ce serait une victoire facile contre des paysans mal armés. Ce qui arriva ensuite, à la bataille de Morgarten, changea la manière dont la guerre serait menée dans l'Europe médiévale. Les Suisses, avec une force estimée à environ 1500 hommes, tendirent une embuscade à l'armée autrichienne d'environ 5000 soldats, dont 2000 chevaliers, sur une route de montagne étroite bordant le lac d'Eguéry. Utilisant le terrain à leur avantage avec une maîtrise remarquable, les Suisses firent rouler des pierres et des troncs d'arbres du haut de la montagne sur les Autrichiens surpris, créant le chaos et la panique dans les rangs ennemis avant de descendre en formation serrée pour le combat au corps à corps. Le résultat fut une défaite catastrophique pour les Habsbourg. On estime qu'environ 1500 Autrichiens perdirent la vie, beaucoup s'étant noyés dans le lac en tentant de s'enfuir, tandis que les pertes suisses furent minimes, peut-être seulement une douzaine d'hommes. Morgarten eut 2 conséquences durables. Elle donna aux Suisses la confiance nécessaire pour étendre leur action militaire et inculqua à l'esprit de leur commandant l'idée qu'ils devraient toujours adopter l'offensive pour obtenir des résultats rapides et décisifs. Contrairement au simple lever de lanciers qui existait auparavant, les formations de piquiers suisses exigeaient une discipline rigoureuse et une coordination entraînée. Les piquiers ne se battaient pas comme des individus, mais comme une unité cohérente, un bloc dense dont les lances formaient une forêt de pointes d'acier impénétrables pour n'importe quelle cavalerie. À la bataille de Laupen, en 1339, les formations suisses évoluèrent vers le véritable carré de bataille, prouvant leur efficacité en battant une force combinée de chevaliers et d'infanterie. Le carré suisse pouvait se déplacer avec une rapidité surprenante et lorsqu'il était attaqué par la cavalerie, les piquiers se tournaient vers l'extérieur et abaissaient leurs armes, créant une formation défensive appelée hérisson. Au centre du carré, des hallebardiers armés de hallebardes attendaient pour affronter tout ennemi qui pénétrerait la muraille de pique. Le succès des piquiers suisses remodela la guerre européenne de manière si profonde qu'en quelques décennies, la France, la Bourgogne et le Saint-Empire romain germanique commencèrent à adopter des unités similaires dans leurs propres armées. Chaque prince important d'Europe engageait des troupes suisses ou établissait des unités imitant leurs armes et leurs méthodes, comme les célèbres Lansquenets, Landsknecht allemands, des mercenaires qui copièrent les tactiques suisses et développèrent leurs propres innovations, y compris l'usage de la grande épée à 2 mains, connue sous le nom de Zweihänder, conçue spécifiquement pour briser et écarter les piques ennemies et ouvrir la voie aux autres unités. L'armure des piquiers variait, mais beaucoup portaient de simples aumes et des gambisons. Les éléments d'élite au sein de la formation portèrent des hallebardes et des armures plus lourdes. À mesure que leur fortune militaire et économique s'améliorait, les piquiers suisses s'équipèrent progressivement de casques d'acier et de cuirasse.
bien qu'il n'y ait jamais eu de standardisation complète des armures parmi les soldats ordinaires. Les combattants à l'intérieur du carré continuaient de porter des vestes de cuir ou des gambisons rembourrés. Les piquiers étaient décisifs, tant lors des charges offensives que dans les positions défensives. Vers le XVe siècle, les formations de piquiers étaient devenues le style d'infanterie dominant sur le continent européen, ouvrant la voie aux célèbres armées suisses et aux lansquenets du début de la Renaissance. L'ère de la suprématie absolue de la cavalerie lourde sur les champs de bataille européens touchait à sa fin, et ce furent les piquiers, des hommes ordinaires armés de lances extraordinairement longues, qui annoncèrent cette transformation. Cependant, le déclin des piquiers suisses finirait aussi par arriver, poussé par l'émergence d'une nouvelle technologie qui changerait à jamais le visage de la guerre. Lors des guerres d'Italie au début du XVIe siècle, les formations de piquiers suisses commencèrent à subir des pertes dévastatrices face aux armes à feu. À la bataille de la Bicoque, en 1522, les mercenaires suisses au service du roi de France tentèrent à plusieurs reprises de prendre d'assaut une position défensive tenue par des arquebusiers et de l'artillerie. Le résultat fut un désastre sans précédent. L'ère de la pique comme arme suprême se terminait, remplacée graduellement par le mousquet et le canon. Mais reculons un peu dans la chronologie et tournons notre attention vers une catégorie de soldats qui représentaient le cœur professionnel des armées médiévales. Les hommes d'armes, comme on les appelait, formaient le noyau combattant de nombreuses forces militaires européennes tout au long du Moyen Âge. Contrairement aux soldats appelés ou aux sergents d'infanterie, les hommes d'armes servaient toute l'année et s'entraînaient de façon continue. C'étaient des professionnels de la guerre au sens le plus complet du terme, des hommes dont la vie tournait autour du combat et de sa préparation. Certains combattaient à cheval, d'autres à pied, selon les besoins de la campagne spécifique dans laquelle ils étaient engagés. Cette polyvalence était l'une de leurs plus grandes qualités. Un homme d'armes était entraîné à combattre dans les deux situations, monter ou démonter, et sa capacité d'adaptation tactique en faisait une ressource inestimable pour tout commandant. Ces soldats portaient typiquement des armures de haute qualité. Au cours des siècles précédents, la protection principale était la cotte de maille, un vêtement composé de milliers d'anneaux de métal entrelacés qui offrait une excellente protection contre les coupes et les estocades. Au fil du temps, la cotte de maille fut progressivement complétée, puis finalement remplacée par des plaques d'armure en acier, qui offraient une protection encore plus grande contre les armes de plus en plus puissantes qui apparaissaient sur les champs de bataille. Leurs armes incluaient des épées, des haches de guerre, des lances, des masses d'armes et des haches nobles, poleaxes, des armes d'astes polyvalentes combinant des éléments de hache, de marteau et de pointe de lance. Les hommes d'armes combattaient en formation serrée et disciplinée et servaient souvent de troupes de choc. La présence des hommes d'armes est largement documentée pendant la guerre de 100 ans. Ils apparaissent dans les registres de pratiquement toutes les grandes batailles de ce conflit. À Crécy, en présence 1346, des hommes d'armes anglais combattirent côte à côte avec les archers qui dévastèrent les lignes françaises. À Poitiers, en 1356, où le prince noir captura le roi de France lui-même, Jean II, Jean le Bon, les hommes d'armes jouèrent un rôle central, tant dans la défense que dans la contre-attaque décisive. À Azincourt, en 1415, une tactique devenue de plus en plus courante fut employée avec une grande efficacité. Les hommes d'armes anglais mirent pied à terre et combattirent à pied, formant une ligne défensive cohérente qui résista aux charges de la cavalerie française. Cette tactique de combat à pied améliorait significativement la cohésion de la formation contre les charges de cavalerie, car elle éliminait le risque que les chevaux ne paniquent et ne brisent la ligne, ce qui arrivait fréquemment lorsque les hommes d'armes combattaient montés. Cette évolution tactique révèle un changement plus large dans la guerre médiévale. À mesure que les champs de bataille devenaient plus létaux, avec des archers et des arbalétriers capables de décimer la cavalerie à distance, les hommes d'armes durent s'adapter. L'image romantique du chevalier galopant lors d'une charge glorieuse contre l'ennemi, bien qu'elle n'ait jamais complètement disparu, fut progressivement remplacée par la réalité plus pragmatique du combat à pied, où la discipline, l'armure lourde et l'entraînement professionnel étaient plus précieux que la vitesse d'un cheval. Et c'est
précisément de ces chevaliers que nous devons parler maintenant, alors que nous arrivons au sommet de la pyramide militaire médiévale. Les chevaliers étaient l'élite absolue des armées médiévales, les guerriers les plus entraînés, les mieux équipés et les plus célébrés de leur époque. Mais il est fondamental de comprendre dès le départ qu'ils ne furent jamais nombreux. Une armée typique du Moyen-Âge pouvait aligner quelques dizaines ou, au maximum, quelques centaines de chevaliers, contre des milliers de fantassins. Leur importance ne résidait pas dans le nombre, mais dans la qualité exceptionnelle de leur entraînement, de leur équipement et de leur rôle tactique. Le chemin pour devenir chevalier commençait dès l'enfance. Vers l'âge de 7 ans, un garçon de famille noble était envoyé servir comme page dans la maison d'un autre noble, apprenant l'étiquette, la lecture et les rudiments du maniement des armes. Vers 14 ans, il était promu écuyer, assistant direct d'un chevalier expérimenté qui l'instruisait en équitation avancée, au combat avec diverses armes et aux règles complexes de la conduite chevaleresque. Ce n'est qu'après des années de service, et généralement vers l'âge de 21 ans, que le jeune recevait la cérémonie de l'adoubement qui l'élevait au statut de chevalier. L'équipement d'un chevalier représentait le meilleur de ce que la technologie militaire de son époque pouvait offrir. Leurs chevaux de guerre, appelés destriers, étaient des animaux spécialement élevés et entraînés pour le combat, capables de porter le poids combiné du chevalier et de son armure, tout en galopant contre les lignes ennemies. La lance était l'arme primaire de la charge montée, conçue pour renverser les adversaires par l'impact concentré de toute la masse et de la vitesse de l'ensemble chevalier et cheval. Pour le combat au corps à corps, le chevalier disposait d'épées, de masses d'armes et de haches de guerre. Son armure a évolué au fil des siècles, de la cotte de mailles des périodes les plus anciennes jusqu'à l'armure de plaque complète qui, vers le XVe siècle, couvrait le chevalier de la tête aux pieds dans une carapace d'acier articulée. Les chevaliers formaient ce que l'on appelait l'élément de choc des armées médiévales. Leur fonction tactique principale était de briser les lignes ennemies par des charges concentrées, combinant la masse et la vitesse de dizaines ou de centaines de chevaliers galopant en formation serrée. Lorsqu'une charge de cavalerie lourde frappait une ligne d'infanterie sans protection, l'impact pouvait pulvériser une formation entière en quelques secondes. Les chevaliers apparaissent dans pratiquement toutes les grandes batailles du Moyen-Âge. À Hastings, en 1066, la cavalerie normande de Guillaume le Conquérant affronta le mur de boucliers anglo-saxons lors de charges répétées qui, bien qu'initialement repoussées, finirent par contribuer à la désintégration de la défense anglaise. À la bataille de Bouvines, en 1214, l'un des affrontements les plus importants de l'Europe médiévale, des chevaliers des deux camps furent les protagonistes de combats féroces qui décidèrent du sort de royaumes entiers. Mais malgré toute leur renommée, les chevaliers dépendaient fondamentalement de l'infanterie qui les soutenait. Sans les soldats à pied pour tenir les lignes, une charge de cavalerie signifiait peu de choses. Les grands commandants médiévaux le comprenaient parfaitement. Les batailles les plus réussies du Moyen-Âge furent celles où l'infanterie disciplinée, le tir de portée efficace et la cavalerie de choc furent employés de manière coordonnée, chaque élément complétant les autres. Socialement, le rôle des chevaliers s'étendait bien au-delà du champ de bataille. Ils gouvernaient des propriétés, rendaient la justice sur leurs terres et fonctionnaient comme les piliers du pouvoir local dans toute l'Europe féodale. La chevalerie était à la fois une institution militaire, sociale et culturelle, avec ses propres codes de conduite et rituels. Les tournois, compétitions où les chevaliers démontraient leurs compétences lors de combats simulés étaient non seulement des événements sportifs, mais aussi d'importantes occasions sociales et politiques où des alliances étaient forgées et des réputations construites ou détruites. Les chevaliers étaient souvent le groupe le plus restreint sur un champ de bataille médiéval, mais ils étaient sans aucun doute les plus emblématiques. Leur image, montée sur des chevaux de guerre, avec des armures étincelantes et des étendards au vent, est celle qui s'est le plus profondément gravée dans la mémoire collective quand nous pensons au Moyen-Âge. Ce sont eux qui dominent les livres d'histoire, les légendes, les œuvres d'art et l'imagination populaire. Mais comme nous l'avons vu tout au long de cette exploration, ils n'étaient que le sommet visible d'une structure bien plus vaste et complexe,
soutenus par des milliers d'hommes dont les noms n'ont jamais été enregistrés, mais dont le sacrifice et la présence sur les champs de bataille ont rendu possible chaque charge glorieuse, chaque victoire célébrée et chaque royaume préservé. C'est ainsi que nous devons comprendre les armées médiévales, non pas comme une collection de héros individuels, mais comme des organismes complexes, composés de strates interdépendantes, de soldats, chacune ayant ses propres fonctions, limitations et contributions essentielles. Des paysans convoqués à la hâte, maniant des haches à bois et vêtus de vêtements épais, jusqu'aux chevaliers blindés montés sur des destriers de guerre, en passant par les sergents disciplinés, les archers létaux, les arbalétriers professionnels, les piquiers innovants et les hommes d'armes polyvalents. Chaque type de soldat était une pièce indispensable sur le complexe échiquier de la guerre médiévale. L'histoire de ces hommes, dans toute sa diversité, est la véritable histoire de la guerre au Moyen Âge. Ce n'est pas une histoire de glamour et de gloire, bien que ces éléments soient présents. C'est une histoire de boue, de sang, de peur et de résistance. Celle d'hommes ordinaires qui ont marché vers des champs de bataille lointains parce que leur seigneur le leur avait ordonné, celle de professionnels qui ont consacré leur vie à l'art de la guerre, et celle d'une époque où le destin des royaumes se décidait par le choc des corps humains dans des plaines boueuses. C'est une histoire qui mérite d'être rappelée dans toute sa complexité, car c'est dans les détails de la façon dont ces hommes ont vécu et combattu que nous trouvons l'essence la plus authentique de ce que nous appelons le Moyen Âge. Si ce voyage à travers les champs de bataille médiévaux a éveillé votre curiosité et vous a fait voir le Moyen Âge d'un œil nouveau, alors notre objectif est atteint. Mais l'exploration ne doit pas s'arrêter là. Il y a encore beaucoup d'histoires qui attendent d'être racontées, plus de batailles à analyser et plus de personnages à découvrir dans les couloirs oubliés de l'histoire. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez déjà que de nouveaux documentaires comme celui-ci arrivent régulièrement. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire maintenant. Chaque nouvel abonnement nous permet de continuer à vous proposer des récits détaillés et approfondis sur les thèmes les plus fascinants de l'histoire humaine. Laissez un commentaire pour nous dire quel type de soldat médiéval a le plus attiré votre attention, quelle bataille vous aimeriez voir explorer en profondeur ou quelle période historique suscite votre plus grande curiosité. Votre participation ne nous motive pas seulement, elle nous aide aussi à façonner le contenu que nous produisons. Et si cette vidéo vous a informé ou surpris, prenez un moment pour laisser un j'aime. C'est un geste simple, mais qui fait toute la différence pour que davantage de personnes puissent découvrir les histoires que l'histoire a à raconter. À bientôt pour le prochain documentaire.